Salut la team rentable, ici Yann Darwin, bienvenue sur la chaîne des finances et de l'investissement, mais pas chiant, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va faire un point global de marché et sur les cryptos et sur les marchés actions pour comprendre où est-ce qu'on en est maintenant, parce que tu l'as vu, ça baisse, tout est rouge, tout le monde panique. Mon but dans cette vidéo c'est de t'expliquer et de te donner la vision 360 d'où on en est maintenant. Parce que le problème, tout de suite, ce que je vois autour de moi, la communauté, c'est des chiffres qui descendent et des gens qui regardent des courbes qui descendent. Et forcément, quand je suis rentré, que ce soit là ou pire au top, et que je vois toutes mes courbes qui descendent, toutes mes actions qui descendent, toutes mes cryptos qui descendent, bref, c'est pas la folie, je vais être obnubilé par ça, par ce mouvement-là. Et je vois des gens aujourd'hui qui sont en situation totale, tu sais, le syndrome du lapin dans les phares de la voiture. Bloqué comme ça, soit bloqué, soit en panique, soit qui perdent le sens complètement des réalités et de où est-ce qu'on se trouve. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va dézoomer pour comprendre la situation macro. Qu'est-ce qui fait que ça baisse et si possible, jusqu'où on va aller. Okay, c'est vraiment ce que je veux t'apporter dans cette vidéo et tu vas voir que paradoxalement, le contexte actuel est assez simple, assez clair, assez limpide et assez simple à comprendre. Donc c'est ce qu'on va voir. Ce que je vais faire, je vais tenter vraiment de faire ça en moins de 30 minutes. En plus, si tu regardes en x2, c'est bien, ça fera 15 minutes pour rester concis, simple. J'ai épluché tous les indicateurs pour te permettre, pour aller au plus simple. Voilà, pour aller au plus simple, pour t'emmener là où je veux t'emmener. Une fois qu'on aura compris où est-ce qu'on se trouve, je te donnerai ma stratégie, comme je fais souvent, actuelle. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Tant en termes de court terme qu'en termes de long terme. Ça fait beaucoup de termes dans cette phrase. Ok? On est prêt? Allez, briche! On éclate la gueule du pouce bleu de façon impaire, on s'abonne à la chaîne, on active les notifications. Parce qu'après, on rate des trucs et on dit « Ah ben Yann, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ci, il est où le replay, il est où la conférence ?» Au bout d'un moment, il faut s'abonner, activer les notifications pour ne rien rater. On va aller tout de suite sur le terminal. Et on va aller jeter un œil au premier élément du narratif actuel sur les marchés financiers, c'est l'inflation. On le sait, on ne va pas faire un topo pendant 2h30. L'inflation est clairement orientée à la hausse. Ici, on a le CPI américain, donc l'inflation américaine, et on voit que c'est l'énergie ici en vert qui drive fortement cette inflation depuis l'an dernier, avec une accélération en début d'année avec les conditions macro qu'on connaît, notamment la guerre. Il n'y a pas que finalement l'énergie, on est dans une situation inflationniste globale avec les produits, les produits de première nécessité comme d'ailleurs les produits de grande consommation et tout augmente. Okay, on a eu les premières annonces de hausse de taux de la part du FOMC, donc ce qu'on attend de voir c'est une inflation qui potentiellement devrait se calmer, devrait descendre, devrait en tout cas ralentir, la croissance de l'inflation devrait ralentir, c'est ce qu'on va regarder, avant de la voir descendre, on veut voir la croissance ralentir, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Premier contexte, c'est clairement ce contexte inflationniste. Le deuxième contexte, c'est cette fameuse courbe de taux dont on a déjà parlé beaucoup. Elle s'est énormément décalée. Si j'affiche par exemple la courbe une semaine plus tôt, on va voir que elle a quasiment pas bougé. Par contre, si on est à un mois, on voit qu'on s'est décalé vers le haut. Si on se met à un quarter, on voit qu'on s'est très clairement décalé. Pourquoi? Parce que tout simplement, les marchés ont déjà pricé la hausse de taux de la Fed. Donc la Fed nous a annoncé des hausses de taux, pouf, les marchés ont immédiatement pricé. Cette courbe n'est toujours pas normale. La courbe, voilà, il y a un an, qui est la dernière, la plus basse ici, a plutôt une forme normale. Donc, sans re-rentrer dans le détail de l'explication de la courbe de taux, etc., on va partir du principe que là, actuellement, elle est très plate et une courbe très plate signifie globalement un ralentissement économique. Okay, le fait également qu'on ait ces deux facteurs, c'est-à-dire le premier facteur, des taux qui augmentent, okay, mais faiblement par rapport à l'inflation. Une inflation qui, elle aussi, augmente et est très forte. Ça nous donne ça. Ça, c'est la courbe ce qu'on appelle le real yield, c'est-à-dire ce qu'on peut vraiment obtenir en plaçant son argent aujourd'hui. Par exemple, ici sur le 10 ans américain, okay, je prête de l'argent, j'achète des bonds, j'achète des obligations 10 ans américaines, elles me rapportent un taux d'intérêt qui est positif,
facialement, mais le taux réel, lui, est négatif, puisque quand on vient compenser, quand on vient enlever l'inflation de ce taux réel, eh ben, on se retrouve avec un taux négatif. Aujourd'hui, moins 4,14%. Donc on perd 4,14% quand on investit sur les obligations américaines 10 ans. Donc on comprend que le marché, forcément, il n'est pas bête. Le marché, il n'est pas super enclin à perdre de l'argent. Donc on va utiliser les obligations de moins en moins, on va quand même les utiliser pour parquer de l'argent, mais de moins en moins. Du coup, les flux monétaires doivent aller quelque part. Okay, si les obligations ne rapportent rien, si le marché baisse, si les cryptos baissent, si tout baisse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'on commence à toucher du doigt un petit peu le contexte macro. On a beaucoup d'incertitudes parce qu'il y a la guerre. Forcément, hein, on sait, je ne vais pas te refaire le narratif autour de la guerre. On a beaucoup d'incertitudes parce que l'inflation augmente. La Fed court après l'inflation, mais elle continue à augmenter. On n'arrive pas pour l'instant à la calmer. Donc beaucoup d'incertitudes. On a du coup des taux réels qui sont négatifs. Donc ça devient compliqué. Et là, ce qui est en train de se passer en plus, et c'est vraiment ce dont on doit parler dans cette vidéo, les 2 points suivants, c'est on a des marchés qui se pètent la gueule avec des actions qui se pètent la gueule, et les cryptos qui se pètent la gueule également, qui vont suivre le mouvement forcément. Alors, que se passe-t-il? C'est la question. Voici les marchés, les secteurs américains. Okay, là, on a les 5 dernières années. Ce graphique est normalisé, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on part du principe sur les 5 dernières années qu'on part du même point. Et ensuite, forcément, on a les progressions, gains ou pertes des différents secteurs qui surperforment et qui sous-performent. Donc on le voit très clairement, par exemple, ici en rouge, c'est la tech. On le sait, la tech américaine, sur les dernières années, a clairement surperformé. Il suffisait d'acheter des techs pour être le meilleur investisseur du monde, et on l'a vu. Okay, donc ça, c'est le contexte actuel. Les techs, enfin le contexte des 5 dernières années. Les techs ont surperformé, et ce qui a le plutôt sous-performé, c'était plutôt l'énergie. Okay, et globalement, tout le reste au milieu. Maintenant, si on regarde depuis le début d'année et qu'on renormalise le graphique depuis le début d'année, on voit exactement l'inverse. On voit l'énergie qui surperforme et tout le reste qui se pète la gueule, avec en tête d'ailleurs les techs qui parfois sont les pires, et puis hop, ça se tire la bourre, mais toujours est-il que tous les secteurs sont en négatif, à part l'énergie. Pourquoi? Par rapport au contexte qu'on a vu juste avant. L'énergie augmente parce que contexte inflationniste, et c'est souvent dans un contexte inflationniste l'énergie qui va leader un petit peu l'augmentation, et de deux, et surtout, les tensions géopolitiques, la guerre, le pétrole, le gaz, la Russie, etc. Donc, globalement, s'il n'y avait pas la guerre, il est même très possible que l'énergie soit quelque part par là, au niveau des autres secteurs. Donc que tout se pète la gueule. Okay, maintenant, ce qui se passe, c'est que on comprend que tout se pète la gueule, tous les secteurs. Donc que se passe-t-il? Où va l'argent? Pas dans les obligations, parce que les taux réels sont négatifs, l'inflation est trop importante. Pas dans l'un ou l'autre secteur, à part vite fait l'énergie, mais on ne peut pas mettre tout l'argent, tous les flux financiers des marchés financiers dans l'énergie. Donc où va l'argent? Ce qui se passe en ce moment, et ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est tout simplement ce qu'on appelle un deleveraging. Ok? C'est tout simplement un de-risking. On va vers du risk off. Ce que sont en train de faire les marchés maintenant, c'est de diminuer le risque. Pourquoi ça baisse? Parce que les gros, les institutionnels, le marché se dérisquent. Donc on vend des positions pour revenir de plus en plus cash, pour avoir du cash, pour saisir peut-être plus tard des opportunités, ou en tout cas pour diminuer le risque, tout simplement, sur ses portefeuilles, sur sa balance sheet, pour sécuriser également des plus-values, puisque on l'a vu sur les précédentes années, c'était quand même assez facile de faire de l'argent, tout montait jusqu'aux étoiles. Donc, ils ont imprimé énormément d'argent. Ça a imprimé dans les hedge funds, ça a imprimé dans les prop trading firms, dans les banques d'investissement, ça a imprimé de partout. Maintenant, quand on arrive dans un contexte compliqué avec un potentiel ralentissement de l'économie, tiens, il y a autre chose que je vais te montrer. On est sur la période des
On est sur la earnings season, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la période des résultats d'entreprise en ce moment, les résultats du deuxième quarter 2022. Ici, je m'amuse quand il y a des earnings season à tout simplement regarder. Alors, c'est pas tout à fait à jour, ça a quelques jours de latence ce tableau, parce que je l'ai fait il y a quelques jours, donc il y a quelques entreprises de plus qui ont reporté, mais toujours est-il qu'on s'en fout. On peut voir la tendance. Donc, je compte les entreprises dans chaque secteur qui sont en cours de report. Je regarde si elles ont battu ou pas les estimations des analystes pour voir si elles ont surpris ou pas le marché. Okay, par secteur, ce qui me permet de voir les secteurs qui surperforment ou pas, et ce qui me permet de voir également, surtout, et c'est ça qui est intéressant, la vélocité de ce qui se passe. Parce que qu'il y ait des entreprises qui surperforment, c'est assez classique, parce que souvent, en plus, dans la guidance, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont donner un tout petit peu moins que ce qu'ils pensent faire, comme ça, quand les résultats sortent, ils surperforment, et tout le monde dit « ouais, ils sont trop forts, ils ont surperformé ». Donc ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment combien de pourcentage d'entreprises surperforment, parce qu'on a souvent 60, 70, 80, 90% des entreprises qui surperforment dans un secteur. C'est là le nombre d'entreprises qui surperforment et l'accélération de cette surperformance ou pas, le spread finalement, par rapport à la earning saison d'avant, par rapport aux résultats d'entreprise d'avant. Et comme ça, on voit s'il y a une accélération ou un ralentissement de la performance de ces entreprises, et donc des secteurs, et donc potentiellement de l'économie. Ce qui nous permet d'avoir une vision macro et de savoir où est-ce qu'on se trouve. Là, en ce moment, on a un ralentissement clair, qui, d'ailleurs, match très bien avec le ralentissement macro qu'on peut voir, et notamment sur les leading indicators, notamment sur les différents surveys qu'on va surveiller, etc., l'ASM, etc., le ASM manufacturing, non-manufacturing, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que très clairement, on voit une économie qui ralentit. Pas encore qui se contracte. Je sais que beaucoup de gens aiment se faire peur, qu'on parle de récession, la pire récession, machin. On n'en est pas du tout encore là. Est-ce qu'on va y aller ou pas? J'en sais rien, je ne suis pas Madame Irma, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On a simplement un ralentissement. On le voit et dans l'économie avec les indicateurs qui sont en avance et également les indicateurs qui sont on time, c'est-à-dire ces résultats d'entreprise. Donc, c'est en train de ralentir. Ça, plus tout ce qu'on a vu avant, l'inflation, les taux réels, la courbe des taux, l'augmentation des taux d'intérêt, ça fait que le marché a besoin de déleverager, de dérisquer, et on va vers les risk-off. Et c'est pour ça qu'on voit le S&P qui fait push, les techs qui font push, les cryptos qui font push, parce que tout ça, c'est tout simplement des risk-on. Donc c'est aussi simple que ça. Et si jamais on était dans un contexte de marché normal, en fait là ce qui se passe, c'est qu'on est à un moment qui va durer, je sais pas, je ne suis pas Madame Irma, mais là depuis ce qu'on voit depuis les 2 dernières semaines, 1 semaine, 2 semaines, et pendant encore X jours, c'est un peu une débilité de marché. C'est-à-dire que c'est vraiment du deleveraging, et il n'y a plus c'est du deleveraging macro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fondamentaux. C'est-à-dire que les très bonnes boîtes se pètent la gueule et les pires boîtes se pètent la gueule. Normalement, ce qu'on voit, c'est que dans un secteur, par exemple, prenons les techs, on était en train d'en parler, les meilleures boîtes performent mieux et les moins bonnes performent moins bien. Et puis, voilà, toutes les boîtes, c'est le principe de la bourse, font leur vie. Et puis, on arrive à un secteur qui est plutôt haussier ou plutôt baissier. Là, ce qu'on voit, c'est que tous les secteurs, sans exception, sauf l'énergie, puisque contexte particulier, se pètent la gueule. Et les très bonnes boîtes, et les très mauvaises boîtes. Donc, la seule explication à ça, c'est un mouvement vers les risk-off et un deleveraging global de l'économie, enfin des marchés financiers, un dérisking. Donc, dans ce contexte-là, c'est un contexte qui ne doit surtout pas nous faire paniquer et un contexte qui doit nous faire prendre les bonnes décisions. Okay, donc, on part de la macro pour prendre nos décisions, on part de la situation économique globale pour prendre des bonnes décisions sur nos portefeuilles. Parce que si juste je regarde mes valeurs, admettons j'ai investi sur Facebook, moi j'ai du Facebook à long terme par exemple, et que depuis le début de l'année, on voit Facebook qui nous fait, je ne sais pas combien on en est maintenant, peut-être moins 50, moins 45%. On se dit, oh là là, et je fais que regarder l'écran, je me dis, oh là là, je suis vraiment le pire investisseur du monde, etc. Ça, c'est la première façon de le voir, c'est la mauvaise. Et la bonne, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui fait que Facebook se pète la gueule? Est-ce que c'est un contexte macro que je viens d'expliquer, ou est-ce que c'est que la boîte est pas bonne ou moins bonne qu'avant? Bon, il se trouve que pour Facebook, c'est les deux. C'est et le contexte macro, et en plus, c'est
de plus en plus une des moins bonnes boîtes du secteur. Elle a sous-performé, etc. L'entreprise est en train peut-être d'arriver ex-growth, donc de ralentir son taux de croissance, puisque pour les techs, on ne parle pas de baisse de croissance, on parle de ralentissement du taux de croissance. On l'a vu également avec Amazon. Elle a juste ralenti son taux de croissance et le marché l'a puni de façon très importante. C'est également ce qui se passe sur Facebook. Mais bref, c'est une parenthèse. Mais tu vois, de faire cette analyse nous permet de prendre une décision. Est-ce que je coupe? Est-ce que je reste? Est-ce que j'y crois toujours à long terme ou pas? Tout simplement. Je vais parler un tout petit peu plus loin dans cette vidéo après de mes actions. Okay, mais là maintenant, je pense que tu commences à avoir une vraie vision globale du marché et de comprendre ce qui se passe au niveau macro. Maintenant, on a parlé du marché américain, on a parlé des actions parce que ça va être leading sur tout le reste. On l'a vu, les cryptos, on a beau faire ce qu'on veut, hein, ça reste un tout petit marché par rapport au marché action, par rapport au marché financier, on va dire plus classique, et notamment les marchés américains. Donc les cryptos aujourd'hui, elles suivent le mouvement. Et elles suivent le mouvement d'une façon propre aux cryptos, on le sait, d'une façon plus volatile. On y retourne. On parlera de l'euro USD. Attends, parlons déjà des cryptos. Hop, ici. Oui, c'est plus volatile. Et oui, je suis désolé. Donc là, on a le Bitcoin sur les 5 dernières années. On arrive sur un niveau qui est extrêmement clé. On va zoomer depuis le début de l'année. On est clairement sur un marché baissier. Attends, on va en mettre un peu plus. On va mettre 1 an. On est clairement sur un marché baissier. Je suis désolé. Je vois ça et là des commentaires, des posts sur les réseaux sociaux de tel ou tel youtubeur crypto ou de commentateurs X ou Y. Tu peux toujours tracer des traits magiques sur un écran et dire « Ah, si cette fois-ci on clôture au-dessus de la MM je sais pas quoi. Ah, si on avale la bougie weekly. Ah, si on arrive sur un niveau clé. Ah, on arrive sur un niveau clé. Ah, on arrive sur un niveau clé. Ah, tiens, le Fibonacci de mon cul et des traits magiques. » Tu peux faire ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence, les amis. On est dans un bear market. Le cycle a de très grandes chances d'être terminé. Pour moi, il est très clairement terminé. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on en parle. Je vous rappelle qu'on s'était mis cul propre quelque part par là. Et voilà, oui, il y a des rebonds. Forcément, on ne va pas tout droit à la cave. Il y en a eu des rebonds importants ici, hein, puisqu'on a connu peut-être entre 32, 45, et puis 34, 48, et puis 38. Et puis en ce moment, on est sur 30, puisque les cryptos deleverage comme tout le reste. Mais très clairement, je ne vois pas comment on ne va pas aller retrouver ici la cave pour une très simple raison. La première, c'est que, pour deux raisons. La première, c'est que les cryptos ne vont pas faire exception. Si le climat actuellement est celui qu'on vient de décrire au niveau macro, il n'y a pas une magie Dieu du Bitcoin qui va décider de le faire monter à 100 000 ou 150 000 ou 200 000. Il n'y a aucun institutionnel c'est quand même eux qui ont le gros argent et qui font bouger le marché, qui va rentrer plus fort, à part l'autre taré président du Salvador qui s'est encore rechargé et qui va encore se faire du mal. Mais il n'y a personne de sérieux qui va augmenter son risque sur les cryptos. Je parle de sérieux avec du gros argent, qui va augmenter son risque sur les cryptos alors qu'on est dans le contexte qu'on vient de décrire. Si le contexte change, oui peut-être, mais dans le contexte actuel, absolument pas. Donc premier argument. Et deuxième argument, extrêmement important, le voici. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Enfin, au bout d'un moment, on le sait. Les cryptos, c'est cyclique. Okay, on a le fameux halving. Et là, maintenant, on arrive en plein milieu du cycle. Okay, on a eu le halving qu'on voit ici sur le dernier trait rouge. Là, on a le prochain en 2024. Et là, on arrive entre les deux. Qu'est-ce qu'on voit cycliquement au niveau du Bitcoin et donc forcément de toutes les autres cryptos qui suivent le mouvement, c'est que entre deux halvings et notamment vers la moitié, 3/4 avant le prochain halving, on va atteindre un plus bas. Et puis parce que c'est l'hiver nucléaire crypto, c'est le bear market, on le connaît par cœur, enfin on commence à avoir l'habitude. Et arrivé 1 an, 6 mois avant le halving, ça commence à remonter et ça monte notamment très fort sur la première partie de cycle, on va dire le premier tiers après le halving. Donc si on regarde juste ça, qui est quand même le truc macro le plus important sur Bitcoin, si on enlève tout le contexte du monde, la guerre, l'inflation, tout ce qu'on a vu, c'est ce point-là qui est le plus fort. Passer tout ça, voilà, hein, il suffit de comprendre que, a priori, on devrait toucher un bottom fin d'année 2022, 2023, première moitié d'année 2023 peut-être, jusqu'à peut-être fin 2023. Et d'ici fin 2023, début 2024, et ensuite, on devrait repartir à la hausse. Fondamentalement, c'est pas pour ça que
D'ici là, il ne va pas y avoir une bonne news et ça pète de 20%, une mauvaise news et ça pète de moins 30%. Mais fondamentalement, quand on dézoome au maximum, c'est de ça qu'on parle. Donc on ne fera pas de miracle. Pour cette raison-là et pour celle dont on vient de parler avant. Donc il faut simplement être objectif, jouer avec ses cartes. On en parlait, pour ceux qui étaient présents sur le Money Game, je vous salue, on en parlait, il faut jouer avec ses cartes. Les cartes actuelles du marché actions et crypto, on vient d'en parler. Il y a deux autres points que je voulais te montrer. Le premier, c'est l'euro USD. Pourquoi l'euro baisse face à l'USD et pourquoi l'USD augmente surtout face à toutes les paires principales? C'est très clair, c'est très simple. C'est ce qu'on vient de voir juste avant. On est dans un contexte qui fait peur, on est dans un contexte d'incertitude, on est dans un contexte où on va vers les risk-off. Quel meilleur risk-off, quand on veut être cash, que la monnaie la plus forte du monde, dans laquelle est dénominé le pétrole, etc., etc. Oui, je suis désolé, les amis Crypto Boy, la monnaie la plus forte du monde, c'est pas le Bitcoin, c'est bien le dollar, et ça va le rester encore quelques dizaines d'années. Donc, aujourd'hui, forcément, le dollar gagne du terrain face aux paires majeures. Et donc, on voit de plus en plus de demandes de dollars. Donc forcément, ici, on a le taux de change euro-dollar. L'euro perd de sa force. Et je pense qu'on n'a toujours pas vu la fin. Et je pense qu'on va retourner peut-être vers la parité, c'est-à-dire $1 égale 1 euro. Si le contexte se maintient, si le contexte actuel se maintient, l'incertitude se maintient, on ne voit pas de cessez-le-feu, voire une escalade vers encore plus de menaces nucléaires, etc. On pourrait aller voir, et l'inflation surtout, on pourrait aller voir une parité euro-dollar. On a la même chose en ce moment sur, on va se mettre depuis le début de l'année également, sur le gold ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le gold ne monte pas? Et pourquoi, à mon avis, il va encore baisser? On a tendance à dire l'or est une valeur refuge, et c'est tout à fait vrai, c'est absolument vrai, mais ça n'est pas vrai dans tous les contextes de marché. L'or, oui, est une valeur refuge, certes, mais actuellement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a du mal à avoir des taux d'intérêt positifs. On voit que les taux réels, real yield qu'on a vu juste avant, sont à plus de moins 4. Donc, on voit qu'on a du mal à obtenir du rendement sur les marchés financiers. Et notamment, les gros capitaux ont du mal à obtenir du rendement. L'or, le gold, ne donne pas de rendement. Ce n'est pas un actif à cash flow, c'est un stock de valeur, c'est en effet une valeur refuge. Donc, dans des contextes où il est relativement facile d'avoir du rendement, on peut faire un arbitrage où on prend un peu de valeur refuge et un peu de rendement et on est content. Mais là, actuellement, ces valeurs refuges n'apportent pas de rendement et en plus, on ne trouve pas de rendement de façon classique. Donc, qu'est-ce qui se passe? On n'en veut pas. Donc on a ce gold qui baisse et qui risque très bien de continuer à baisser dans la même mouvance que l'euro USD par exemple. Et on voit d'ailleurs que c'est très très corrélé et c'est tout à fait normal. Et peut-être qu'on va retrouver des niveaux de gold aux alentours de 1005, peut-être même les niveaux de 2018 aux alentours de 1002. C'est tout à fait possible si le contexte bien sûr se maintient. Tout ce qu'on dit est à mettre en balance avec le fait que si les conditions macro changent, bien sûr, ça va impacter le micro. L'Ethereum, on n'en parle même pas parce qu'il se passe la même chose. Je vais revenir sur le Bitcoin pour donner mes objectifs de prix et ce que je vais faire juste après. Mais est-ce qu'on a tout vu? Non, on n'a pas parlé des NFT rapidement. Le marché des NFT, parce que j'ai fait toute l'étude, et notamment pour un stock que je voulais shorter. Donc rapidement, hop, je te les affiche ici. Global Market Cap des NFT, donc pareil, perte de vitesse. On le sait, hein, la hype est en train de se terminer et puis forcément le marché, la sous-niche des NFT dans les cryptos ne peut pas faire de miracle si les cryptos ne font pas de miracle. Donc le market cap est en stagnation et les transactions sont clairement en baisse. Là, on a les transactions sur OpenSea en Ethereum ici qui sont en baisse, qui ont touché leur pic en fin d'année. On a la même chose sur la blockchain Polygon. Donc, pour moi, pas non plus de miracle avec les NFT. Je pense que ça va tout simplement suivre les cryptos. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce qu'on l'a vu, ok, on dérisque. On dérisque, les marchés baissent, les cryptos baissent, tout baisse. Le gold baisse, tout baisse. Il n'y a que l'USD qui est bon. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Où va aller l'argent? Est-ce qu'on va aller encore plus bas et plus bas et plus bas? Alors, je ne suis pas Madame Irma pour savoir quand va s'arrêter la baisse. Par contre, ce que je sais, c'est que l'argent va avoir besoin d'aller quelque part. Si on a du rendement nulle part, il va falloir forcément à un moment retourner sur les risk-on et notamment sur le marché action, et notamment le marché action américain, mais aussi tous les autres,
pour retrouver du rendement. Donc plus l'inflation se maintient, plus les taux réels, et c'est surtout cela qu'il faut surveiller, plus les taux réels se maintiennent en négatif, et plus il est probable qu'à un moment ou à un autre, on retourne vers les risk-on parce qu'on ne va pas pouvoir rester en dehors du marché et rester très liquide et rester sur du risk-off pendant très longtemps parce qu'il faut forcément trouver du rendement. Il faut que l'économie tourne, il faut que les institutionnels fassent du rendement. Il y a des objectifs quarter, il va falloir y arriver. Donc on ne peut pas se dérisquer jusqu'à perpète. Donc on va suivre, bien sûr, et puis quand je verrai des signes de bottom, j'en parlerai. On avait parlé plutôt de la fameuse rotation sectorielle. Donc maintenant, ce que je vais tenter de faire, c'est de te donner ma stratégie actuelle. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tac, on y va. Alors, bien sûr, dans une stratégie, en tout cas pour moi, il y a toujours deux niveaux. Il y a un niveau long terme et un niveau court terme. Ok? Et pour ce qu'on a vu dans cette vidéo, il y a un niveau crypto et un niveau, on va dire, action. Ok? Pour rester simple. D'accord? Donc, ça nous fait 4 stratégies différentes. Puisque c'est pas magique l'investissement, c'est pas magique les marchés financiers, c'est pas clique sur un bouton, t'es millionnaire demain, c'est tout ce qu'on est en train de voir et c'est pour ça qu'on fait des vidéos sur cette chaîne. Donc, ma stratégie actuelle. On va commencer par les cryptos parce que c'est peut-être la plus simple. Ma stratégie court terme, elle est toujours la même depuis plusieurs mois maintenant. J'arrête pas de le dire. Trading, pourquoi? Parce qu'il y a de la volatilité, parce qu'on n'investit pas long terme quand le marché se pète la gueule, et parce que c'est là qu'on trouve de la performance. Avec bien sûr un biais short, comme depuis maintenant plusieurs mois. Mais là maintenant, je pense que toutes les confirmations sont en place. Pour moi, il n'y a plus de double de cycle en 2 temps, etc., etc. Il est tout à fait possible de voir des rebonds techniques, mais je pense qu'on va vraiment aller voir le bottom, la vraie fin de cycle, et on va aller sur le graphe. Après, je te donnerai mes objectifs de prix, puisque j'ai des objectifs de prix, puisque pour le long terme, bien sûr, on parle tout simplement de DCA. On parle tout simplement d'aller pêcher, si possible, des bitcoins pas chers. On va aller juste après sur le... on va y aller maintenant, tu sais quoi? On va y aller maintenant. Où sont mes ordres? Quel est mon objectif de prix? Tout simplement, attends, je vais te faire on est sur le Bitcoin, tac. On va se faire un petit, il est où? Il est là. Un petit rectangle. Alors, je vise, j'ai des ordres qui traînent entre 20 000 et 12. Tic. On est dans ce carré-là. Voilà, je pense qu'on va revisiter quelque part par là. Et j'ai des ordres qui traînent quelque part par là, tout simplement. Après, on verra si on va plus bas, pas plus bas. Si je me trompe pas. C'est pas très grave de toute façon, puisque si on n'y va pas, je reste cash. Si on y va, je chope des bitcoins pas chers. Si on va encore plus bas, on réassessera à ce moment-là la stratégie. Mais toujours est-il que là, tout de suite maintenant, j'aimerais bien choper une dizaine de bitcoins entre 12 et 20 000, attendre de voir ce qui se passe pour le prochain cycle. Tranquillement, il n'y a aucune urgence. Là, on parle d'un horizon d'investissement. On est en 2022, on parle de début 2024 jusqu'à ce que le cycle se mette en place, 2025, peut-être même les cycles se ralentissent, donc peut-être même jusqu'en 2026. Donc on parle à minimum 2 ans et potentiellement à 3-4 ans. Donc il n'y a aucune urgence. DCA, tranquille, dès qu'on sera sur les niveaux intéressants, un petit peu tous les mois, un petit peu quand c'est intéressant, laisser traîner des ordres, aller choper des mèches, tout simplement. Ça, on peut le faire très facilement, notamment avec Aria Crypto. Je te remets la vidéo explicative qui est ici, si ça t'intéresse. Donc, très clairement, sur les cryptos majeurs, ça va être ça, et notamment sur Bitcoin et Ethereum, avec quand même un petit soin particulier porté à Ethereum, de voir comment se passe la migration à Ethereum 2.0, parce que peut-être que du coup, il va y avoir des mouvements un petit peu plus drivés par ces news-là. Bitcoin, pour le coup, on ne s'attend pas à grand-chose, à moins qu'il y ait... quelque chose d'inattendu qui arrive, genre un hack ou quoi. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas trop de surprises. Ensuite, sur les actions. Les actions, c'est très simple. À court terme, pareil, on est sur du trading avec un biais neutre à baissier. Allez, on va dire 60% short tout de suite maintenant. Et avec la fameuse rotation sectorielle dont on parle depuis des mois, et si on en parle, c'est pas pour rien, avec principalement les secteurs où je suis short actuellement, qui sont bien sûr la tech et qui sont consumer discretionary, c'est-à-dire les produits de consommation qui ne vont pas être des produits de première nécessité. Les secteurs où je suis long, qui vont être
consumer staples, c'est-à-dire les produits pour le coup de première nécessité, ceux avec lesquels tu ne peux pas vivre sans, c'est-à-dire les produits d'hygiène, c'est-à-dire les produits de tout ce qui est autour de la bouffe, tout ce qui est autour des boissons, etc. etc. Avec également les énergies, bien sûr, puisque c'est le secteur qui surperforme le plus, et notamment certaines boîtes actuellement que j'étudie de près, j'en parlerai un petit peu plus tard dans les vidéos, on va suivre, tu connais, il y a une gradation sur cette chaîne, et on suit l'actualité, avec des sociétés qui sont intéressantes aujourd'hui, notamment dans l'extraction, et notamment, surtout, d'ailleurs, dans le transport des énergies. J'ai sous surveillance, on va le mettre en blanc, real estate, l'immobilier, et notamment tout le secteur d'immobilier aux États-Unis. Pour l'instant, je suis neutre, mais j'ai le secteur sous surveillance accrue et on en reparlera dans les semaines à venir et les mois à venir parce que je pense que ça va beaucoup bouger dans les temps qui viennent parce que le contexte macro le demande. Inflation extrêmement importante, prix de l'immobilier qui augmente et qui atteignent des plus hauts historiques et qui battent record sur record aux États-Unis, mais taux réel négatif, et augmentation des taux directeurs. Donc il va se passer des choses, je te le garantis, je ne sais pas encore si ça va partir fort dans un sens, fort dans l'autre, et j'ai plus il faut attendre de voir ce qui se passe tout simplement, et plus de recherches à faire, mais on en reparlera. Donc ce secteur-là est sous surveillance. Voilà pour le court terme, donc partie on va dire investissement court terme et trading. Et pour le long terme, attention ça va être extrêmement original, DCA. Quel meilleur moment pour DCA les actions qu'aujourd'hui. Je voudrais refaire une parenthèse pour tous les gens dont j'ai parlé en début de vidéo, qui paniquent, qui regardent leur portefeuille dans le rouge, etc. Et c'est d'ailleurs une situation tout à fait normale. Tu n'es pas genre ni mauvais, ni il faut que tu arrêtes l'investissement, ni un paria, ni quoi que ce soit. C'est une situation tout à fait normale et surtout quand tu débutes, quand ça monte et que c'est vert, tu te prends pour le meilleur investisseur du monde, tu publies sur les réseaux sociaux, j'ai fait 10%, 5% ce mois-ci, et puis quand ça baisse, d'un seul coup, on ne publie plus, ou alors on se trouve des excuses, ou alors on va justement mettre des mauvais commentaires, ou voilà, avoir un comportement forcément qui est biaisé par son émotion et par ses émotions. Il faut apprendre à évoluer, il faut apprendre à enlever tout ça et avoir les bons réflexes d'un investisseur long terme. Ça paraît simple comme ça, et on en parle dans RLT qui est là. D'ailleurs, c'est vraiment un très bon moment de voir RLT qui est là, formation long terme, elle est gratuite. Tu cliques sur le lien, tu as toutes les infos. Mais toujours est-il que le vrai bon réflexe, là, de l'investisseur long terme, c'est de comprendre qu'il est sur un horizon de temps long terme. À long terme, écris ça en lettres d'or, s'il te plaît, dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton portefeuille. La volatilité court terme n'a aucune espèce d'importance pour un portefeuille long terme. Ce qui se passe les 2 dernières semaines n'est absolument pas significatif dans un investissement et dans un portefeuille long terme. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un mouvement macro vers les risk-off, de deleveraging, et on n'est pas du tout, pour la plupart des boîtes, vers le fait qu'elles vont faire faillite, qu'elles sont mauvaises et qu'elles se pètent la gueule parce qu'elles vont aller à zéro. Pas du tout. On est sur un mouvement macro, on diminue le risque, et quand ça sera fini, à un moment ou à un autre, ça va remonter. Et peut-être même très fort, comme on l'a vu pendant le coronavirus. C'est exactement ce qui s'est passé pendant le coronavirus. Sauf qu'on n'était pas sur un mouvement vers les risk-off, on était sur une panique de fermeture globale des pays, des économies. Et donc, on a eu la même chose. On se dérisque, donc il faut forcément vendre pour revenir cash. Boum, ça baisse. Par contre, au moindre signe de réouverture, boum, V-bottom et ça repart en couille. Je ne sais pas si on va V-bottom, je ne sais pas si ça va augmenter aussi vite et je ne le pense pas parce que ça va être beaucoup plus long de régler les soucis de guerre et les soucis notamment d'inflation et de taux. Donc ça va potentiellement réaugmenter moins fort, mais toujours est-il que plus l'élastique se tend dans un sens, plus il va quand même y avoir des mouvements également dans l'autre. Donc on reste tranquille, on part du principe que maintenant, c'est pas qu'on est un mauvais investisseur, c'est pas qu'il faut arrêter d'investir, c'est exactement l'inverse. Étant donné que fondamentalement, les entreprises valent toujours pareil, ou un tout petit peu moins si tu veux, parce que l'économie s'est un tout petit peu contractée. Okay. Mais elles ont tellement baissé par des facteurs qui n'ont rien à voir avec le fondamental. Okay. Le fondamental aujourd'hui ne veut rien dire. Ce qui veut dire que ces entreprises-là, finalement, elles sont discountées. Elles sont de plus en plus discountées.
elles sont de plus en plus moins chères que ce qu'elles devraient valoir. Et donc potentiellement, elles vont se normaliser dans les mois, dans les années à venir. Donc on est dans les meilleurs moments pour DCA. Sur un portefeuille long terme, on est très content quand ça se pète la gueule et qu'on peut DCA plus bas. Tout simplement, parce qu'on a des meilleurs points d'entrée, on baisse nos PRU et on accompagne le mouvement. C'est très facile mentalement de DCA quand ça monte, c'est très dur quand ça baisse, mais pour notre portefeuille, c'est plus intéressant quand ça baisse et moins intéressant quand ça monte. Attention, on parle bien d'investissement long terme et on parle bien de boîtes dans lesquelles on croit et pas forcément ni de trading ni de trucs qui vont à zéro. Okay, c'est sûr qu'il ne faut pas investir non plus dans la première merde. Mais si je DCA par exemple à l'échelle d'un secteur, à l'échelle d'un ETF ou à l'échelle de boîtes massives comme Amazon, etc. Oui, elles peuvent avoir des mouvements à court terme, mais si à partir du moment où je crois toujours au secteur, je crois toujours à l'économie, c'est sûr que si ma vision de l'économie, c'est ça va s'effondrer, le dollar n'existera plus et on va finir dans la rue avec des bâtons, ça sert à rien. Mais si je pense que tout va bien aller et qu'on est sur des mouvements finalement qui sont normaux parce que les marchés financiers font des cycles, ben, c'est le moment de continuer à DCA. Voilà. Donc c'est tout simplement mes différentes stratégies actuellement. En long terme, ça continue à DCA. En action, ça DCA chaque mois, tout simplement, sur la partie long terme. En crypto, pour le coup, j'attends plus bas. Là, très clairement, je pense qu'on va aller voir plus bas et plus bas et plus bas. Et je pense qu'on est en milieu de cycle et que voilà. Le trading continue comme d'habitude avec... Sur les cryptos, un biais baissier uniquement, on accompagne le mouvement et on fait de l'argent à la baisse. Et sur les actions, un biais long short comme d'habitude avec des secteurs qui surperforment, des secteurs auxquels je crois, des secteurs auxquels je ne crois pas. Et on cherche à accompagner le mouvement et accompagner la macro. Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'ai mis un tout petit peu plus que le temps prévu. J'espère que ça t'a aidé. On suivra bien sûr tout ça sur cette chaîne au fur et à mesure du temps. Pète la gueule du pouce bleu, mets-moi le petit commentaire de référencement, place-moi le mot, le mot, bitume. Bitume, c'est bien. Bitume dans les commentaires. L'avenir, c'est nous. Ciao!